dans la somptueuse salle de conférence du cabinet d'avocats Morel et Associés, au cœur d'une petite ville historique en Touraine, 11 avocats débattaient avec une férocité à peine contenue au sujet d'une clause contractuelle qui risquait de coûter à leur firme des millions d'euros. L'air, saturé de l'odeur du cuir des fauteuils et du café refroidi, était si lourd qu'on aurait pu le découper au couteau. Personne ne parvenait à trouver une issue, et la tension était devenue à ce point insoutenable que les visages étaient crispés et les voix rauques. C'est alors qu'une femme de ménage, discrète et silencieuse, pénétra dans la pièce, son chariot de ménage roulant sans bruit sur l'épaisse moquette. D'un geste tranquille, elle désigna du doigt l'erreur monumentale qui leur avait échappé durant des heures de débats stériles. En à peine 2 minutes, sa remarque laconique et précise résolut le problème qui avait paralysé toute l'équipe, laissant la pièce entière sans voix. Ce qu'elle ignorait, c'est que son intervention inopinée avait capté l'attention du PDG et allait changer sa vie à jamais. Avant de revenir à notre histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez et abonnez-vous, car demain, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. L'atmosphère dans la salle de conférence opulente de Morel et Associés était donc électrique. Nicolas Morel, le directeur général du cabinet, un homme au regard perçant et à l'attitude sérieuse, pressait ses doigts contre son front, ses yeux gris plissés par une frustration intense. 11 avocats grassement rémunérés, tous diplômés d'institutions prestigieuses comme l'ENA ou Assas, parlaient les uns par-dessus les autres, se rejetaient la faute, citaient des précédents juridiques complexes et se contredisaient sous une pression immense. Leur intelligence collective, affûtée dans les couloirs sacrés de l'excellence académique, semblait les avoir complètement abandonnés. Toute la crise tournait autour de la clause 38B d'un contrat crucial avec le redoutable groupe Ranchot. Si l'équipe juridique du cabinet ne parvenait pas à dénicher une faille, l'entreprise risquait non seulement la perte de millions d'euros, mais aussi, et c'était bien plus crucial aux yeux de Nicolas, l'érosion de la confiance du marché, un bien qu'il estimait plus que tout autre. C'est une bombe juridique, déclara un avocat, la voix tendue. La clause est verrouillée. Il n'y a aucune issue. Nicolas soupira, un son de profonde déception. Et dire que vous avez étudié à l'ENA et à Assas pour arriver ici les mains vides. Passant inaperçue au milieu de ce maelstrom juridique, Chloé Mercier, une femme discrète, se déplaçait avec grâce à l'arrière de la salle. Elle poussait son chariot de ménage, son t-shirt délavé à l'effigie d'un chat de dessin animé bien connu contrastant vivement avec les costumes sur mesure qui l'entouraient, signe qu'elle n'avait pas prévu d'être là à une heure aussi tardive. Alors qu'elle s'agenouillait pour nettoyer méticuleusement une petite flaque à peine visible dans un coin, le chaos éclata de plus belle au-dessus d'elle. Les yeux de Chloé, feignant de ne rien remarquer, dérivèrent subtilement vers le tableau blanc où la clause litigieuse était inscrite, entourée de notes frénétiques. Ça ne ressemble pas à une clause verrouillée, remarqua-t-elle nonchalamment, sa voix calme au milieu de la tempête. On dirait plutôt un problème de structure. Elle a été rédigée à l'envers de la logique de l'article 127 du Code civil français. Le silence qui s'ensuivit fut absolu, frappant la pièce comme une panne de courant soudaine. 11 têtes se tournèrent lentement, délibérément, à l'unisson. Nicolas pivota également, son regard se posant sur la jeune femme qui ajustait maintenant son seau de nettoyage. « Comment savez-vous cela » demanda-t-il, son ton étonnamment sec. Chloé croisa son regard sans ciller. « Parce que je l'ai lu. C'est dans un des livres que j'ai à la maison. »« Quel genre de livre » insista Nicolas. « Droit civil et droit des contrats. J'ai toute la collection. Un professeur qui habitait dans mon quartier me les a donnés. Je lis un chapitre chaque soir après que mon fils s'est endormi. » Une toux moqueuse parcourut les rangs des avocats. L'un d'eux, clairement agacé, intervint. « Avec tout le respect que je vous dois, nous sommes dans un cadre professionnel. » Chloé se contenta de sourire. « Et ce que j'ai dit, était-ce faux ? Parce que si c'est juste une question d'uniforme, je peux porter un tailleur demain. J'en ai acheté un par erreur en pensant que c'était un sweatshirt. » Nicolas étudia Chloé, intrigué, comme si elle était un code complexe qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Avez-vous étudié le droit » demanda-t-il. 3 ans. J'étais à 1 an de mon diplôme, mais la vie en a décidé autrement. Travailler est devenu plus urgent qu'étudier, mais je n'ai jamais cessé de lire. Je n'ai simplement pas eu le diplôme. Nicolas se leva lentement, passant devant son équipe juridique hors de prix comme si personne d'autre n'existait que Chloé. Il s'arrêta à quelques mètres. « Répétez ce que vous avez dit, en détail. » Chloé posa calmement sa serpillière et croisa les bras.
La clause 38b a été rédigée avec une structure qui dépend du paragraphe conditionnel de la section 14, mais elle contrevient à l'article 127 du Code civil. Cela ouvre une porte pour qu'elle soit annulée pour cause d'ambiguïté interprétative, surtout si vous plaidez sur la base du précédent Garvin contre Dakota Energy 2019. Un autre silence tomba, plus profond que le premier. Cette fois, personne n'osa tousser. Les yeux de Nicolas restaient fixés sur elle. Pour la première fois depuis des années, son visage était dépourvu de jugement, comme s'il assistait à quelque chose qui défiait les tableurs bien ordonnés de son monde. L'un des avocats tenta d'interrompre. Cela ne peut pas être juste. L'analyse a été faite par des experts. Peut-être qu'elle confond certains termes. Chloé haussa simplement les épaules. Alors, relisez-le attentivement chez vous. C'est à la page 197 du volume 2 de la série du professeur Pierre Duval. C'est une bonne lecture, après le dîner. Nicolas croisa les bras, son expression un mélange d'incrédulité et de curiosité naissante. Il n'avait pas l'air ennuyé. Il avait l'air profondément intrigué. « Quel est votre nom ?»« Chloé Mercier. »« Mademoiselle Chloé Mercier, parlons dans mon bureau. » Chloé cligna des yeux. « Mais le sol est encore mouillé. »« Laissez les avocats le contourner, » dit Nicolas en se tournant vers son équipe stupéfaite. Où est-ce trop leur demander? La réunion se termina en silence. Chloé, ne sachant pas s'il s'agissait d'une réprimande ou d'une promotion, poussa son chariot de ménage dans le couloir, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. Le bureau de Nicolas était feutré, comme si même les meubles comprenaient que le bruit inutile n'y avait pas sa place. Chloé entra, laissant son chariot de ménage à l'extérieur, non pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce qu'elle comprenait instinctivement ce que Nicolas attendait vraiment d'elle à ce moment-là. Nicolas se tenait près de son bureau, tenant une tablette. L'écran affichait une longue clause truffée de virgules alambiquées et de jargon bureaucratique. Il ne dit rien pendant un instant, lui faisant simplement signe de s'asseoir. Chloé regarda l'élégant fauteuil comme s'il s'agissait d'un trône d'un film fantastique, puis s'assit lentement, ajustant son t-shirt Garfield, qui semblait encore plus déplacé qu'un chat dans un tribunal. Cette clause, ici, commença enfin Nicolas, a été utilisée comme modèle dans un contrat de fusion entre deux sociétés énergétiques en Floride. L'un de nos avocats pense qu'elle pourrait être utile. Qu'en pensez-vous? Chloé lut rapidement les premiers paragraphes à l'écran, ses yeux glissant naturellement sur le texte juridique dense. Quand elle eut terminé, elle se pencha en arrière et parla calmement. Ça fonctionne si le but est d'embrouiller celui qui la lit. Cette clause est jolie, pleine de termes techniques, mais elle cache le point principal derrière 5 subjonctifs et 2 ambiguïtés. C'est un piège, et même pas un bon. Le sourcil de Nicolas se haussa. Expliquez. Eh bien, la phrase « transfert de responsabilité contractuelle » vient avant la clause conditionnelle, ce qui entre directement en conflit avec l'article 21 du Code civil. Si un juge attentif la lit, il y verra une omission intentionnelle. Vous mémorisez les articles? Demanda Nicolas. Non, je comprends le raisonnement qui les sous-tend. Le numéro n'est que l'adresse. Le contenu est ce qui compte. Nicolas regarda Chloé comme si elle était une pièce d'échec qu'il n'avait pas vue sur le plateau auparavant, réalisant soudain que c'était la plus dangereuse du jeu. Et celle-ci? Demanda-t-il, faisant glisser la tablette pour ouvrir un nouveau document, une clause de protection des actifs pour résiliation unilatérale. Chloé lut pendant quelques secondes, puis secoua la tête. Ça a été rejeté par les tribunaux au moins 3 fois. Il y a une affaire récente, Rowan contre Palm Trading 2021. La partie qui a inclus cette clause a perdu parce qu'elle violait le principe de bonne foi dans les contrats. Le juge a été clair. On ne peut pas protéger des actifs en cachant des risques dans les petits caractères juridiques. Nicolas s'adossa à son bureau, les bras croisés. Et si je vous disais que 3 de mes avocats expérimentés ont approuvé cette formulation? Je dirais qu'ils devraient lire plus de livres et moins de contrats pré-rédigés. Le silence dans le bureau n'était rompu que par les bruits lointains de la ville. Nicolas, pour la première fois depuis des années, semblait sans défense. Non par faiblesse, mais par une sorte de surprise différente. L'admiration. Comment vous souvenez-vous de tant d'affaires? Demanda-t-il, plus curieux que critique. Je lis tout à voix haute. Mon fils de 6 ans, Léo, sait déjà dire jurisprudence,
même s'il pense que c'est le nom d'un personnage de dessin animé. Nicolas rit, un rire rapide, contenu mais sincère. Vous êtes inattendu. J'ai tendance à avoir cet effet, surtout les jours de grand ménage. Il se dirigea vers le bureau et prit un dossier bleu, le plaçant devant elle. C'est le contrat que nous essayons de protéger. Si Rancho parvient à invalider la clause 38B, ils auront une ouverture pour annuler l'ensemble de l'accord. Ce serait désastreux. Chloé ouvrit le dossier et étudia les pages. Vous avez oublié d'utiliser une clause de sauvegarde générique dans la section de clôture du contrat. Un avocat prudent l'aurait ajouté automatiquement, mais parfois les génies oublient l'évidence. Nicolas fronça les sourcils. Êtes-vous en train de dire que nos avocats sont négligents? Je dis que parfois la vanité prend la place de la prudence, et quand cela arrive, le contrat se retrouve avec trop d'ego et pas assez de précaution. Il la regarda, non pas avec sa sévérité habituelle, mais comme s'il essayait de discerner la source de sa remarquable perspicacité. Vous avez étudié le droit, mais n'avez pas terminé. 3 ans et demi. J'ai arrêté parce que je devais choisir entre un diplôme et du lait dans le frigo. Mon ex-partenaire a dit qu'il n'était pas prêt à être père, mais le bébé est arrivé quand même, et les livres ne pleurent pas la nuit, vous savez. Alors j'ai étudié quand je pouvais et travaillé quand je devais. Nicolas hocha la tête, acceptant ces paroles sans jugement. Vous savez, vous ne pouvez pas agir en tant qu'avocate. C'est illégal. Je sais. Je ne vais rien signer ni me présenter nulle part. Mais je peux penser, observer, suggérer. C'est encore autorisé. Il lui tourna le dos, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville à l'extérieur semblaient moins vives que l'esprit vif qu'il venait de découvrir au sein de sa propre entreprise. J'ai besoin de vous, dit-il, toujours en regardant dehors. Mais personne ne doit le savoir. Chloé croisa les jambes, détendue comme une stratège chevronnée. Plutôt comme une alliée stratégique. Si quelqu'un découvre que je prends des conseils juridiques d'un membre du personnel d'entretien, cela se transformera en feuilleton télévisé. Et en crise institutionnelle. Donc, poursuivit-elle, un léger sourire se formant, je serai votre nettoyeuse de clauses confidentielles. Il se tourna alors vers elle. Vous êtes partante? Elle se leva, ramassa son seau et répondit avec une confiance tranquille. Tant que je n'ai pas apporté de talons hauts. Mon uniforme en dit long. Chloé embrassa son nouveau rôle secret, portant les mêmes baskets usées que toujours. Le seul changement était que maintenant, à côté de son seau et de son chiffon, elle portait un carnet à couverture rigide, notant diligemment les noms des avocats, les termes juridiques compliqués et les idées brillantes qui lui venaient en frottant les sols. Nicolas avait été sans équivoque. Personne ne devait connaître sa véritable fonction. Officiellement, elle restait la femme de ménage de l'aile administrative, mais en réalité, elle était bien plus, le pivot invisible de l'entreprise, l'intellect aiguisé derrière les décisions critiques que même les avocats expérimentés ne pouvaient gérer seuls. Cela commença subtilement le mardi suivant, lorsque Nicolas lui demanda discrètement de relire un email destiné à une société de conseil externe. Le contenu était technique mais vague. Chloé le lut, se gratta le menton et demanda « Ça vous dérange si je le modifie un peu ?» Nicolas haussa les épaules. Elle s'assit, tapa rapidement et lui rendit l'ordinateur portable. Le nouveau paragraphe se lisait comme suit, sur la base de la clause de sauvegarde interprétative du contrat signé par les deux parties et soutenu par le droit français, article 64C. Nous estimons que la révision contractuelle proposée manque de fondement suffisant et n'est donc pas souhaitable. Cordialement, PS. Si vous n'êtes pas d'accord, nous serons heureux d'en discuter autour d'un café. Apportez simplement les biscuits. Nicolas haussa un sourcil. Les biscuits? Terme technique pour détendre l'atmosphère. Ils riront, mais ils sauront aussi que vous êtes sérieux. Il ne prononça pas un mot, cliqua simplement sur envoyer. Bientôt, Chloé commença à recevoir des demandes discrètes. Un avocat pouvait laisser un post-it sur son chariot. La clause de compensation croisée s'applique-t-elle au service? Elle laissait une note pliée près de la machine à café. Seulement si c'est clairement indiqué, et même alors, attention à l'article 92. Personne ne connaissait la source de ces réponses vives et précises. Mais soudain, les erreurs du cabinet commencèrent à diminuer. Les réunions de Nicolas devinrent plus courtes et plus efficaces, et les questions les plus difficiles n'étaient plus posées à voix haute dans les couloirs,
mais chuchotait pendant les pauses café. Le troisième jour, Chloé était assise tranquillement dans la salle de pause, écrivant dans son carnet, lorsqu'elle entendit deux avocats parler. Nicolas agit différemment, plus direct, plus précis. Et le plus étrange, sans notre aide. Peut-être a-t-il engagé un consultant externe. Ou peut-être une boule de cristal juridique. Chloé sourit. Jusqu'à présent, personne ne la soupçonnait, mais cela ne durerait pas. Le conflit éclata un vendredi matin lorsque Thomas Bernard, un jeune stagiaire pompeux avec un ego assez grand pour nécessiter son propre badge de sécurité, entra dans l'arrière-bureau et surprit Chloé en train de répondre à un email sur l'ordinateur de Nicolas. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-il. Elle le regarda calmement. « Je réponds à un email juridique sur une fusion et une clause de réversibilité. Vous voulez jeter un œil ?» Il s'approcha, indigné. « C'est une violation manifeste de la procédure. Vous n'êtes même pas censé utiliser ce système. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. » Chloé prit une profonde inspiration. Il n'y avait aucune colère dans sa posture. Seulement la résolution tranquille de quelqu'un qui refusait d'être rabaissé. N'importe qui peut lire la loi, mais comprendre son âme est un privilège pour ceux qui étudient au-delà de la page, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Thomas fronça les sourcils. Ce n'est pas dans le code. Non, en effet. C'est dans la préface du livre du professeur Pierre Duval. Le même professeur qui enseigne dans vos cours de 3e cycle. Je l'ai tiré de son livre. Le silence qui s'ensuivit fut plus fort que n'importe quelle accusation. À partir de ce jour, Chloé fut officieusement connue comme « la voix dans les notes de bas de page ». Personne ne savait précisément qui elle était, mais des rumeurs commencèrent à se répandre. Le fait que Nicolas continue de la consulter sans explication ne fit qu'épaissir le mystère. Un après-midi, un document sensible atterrit sur le bureau de Nicolas. Une lettre menaçant d'un litige, rédigée sur un ton agressif et intimidant. Il entra dans son bureau et, sans appeler personne, tendit la lettre à Chloé. Elle la lut, réfléchit 2 minutes, puis écrivit une réponse brève, directe, claire, imprégnée de la juste touche d'ironie. Nous apprécions votre préoccupation concernant les issues juridiques potentielles de ce contrat. Cependant, nous pensons qu'il n'y a aucune raison pour des théâtralités juridiques ou des fantômes contractuels imaginaires. Notre équipe, visible ou non, est prête à toute éventualité, avec respect et sans crainte. Nicolas la lu et, pour la première fois en public, sourit. La même semaine, pendant une pause, Chloé passa devant une salle de réunion où 2 stagiaires débattaient de l'opportunité d'activer une clause de responsabilité solidaire dans un accord de partenariat. Cela dépend de la manière dont le lien a été formé, dit Chloé en continuant de marcher. Les 2 jeunes hommes se regardèrent, perplexes. Que voulez-vous dire ? Elle se retourna avec un sourire. Si la responsabilité solidaire a été établie par accord, alors oui. Mais si elle est simplement présumée par interprétation, vous risquez d'annuler l'intention initiale. C'est l'article 265. Bonne chance, messieurs. Elle s'éloigna comme si elle venait de commenter la météo. Observant tout depuis son bureau, Nicolas fit quelque chose d'inhabituel. Il écrivit le nom de Chloé dans un carnet qu'il utilisait rarement, comme pour se rappeler que la véritable intelligence apparaissait parfois dans un t-shirt délavé et un vieux sac à dos. Il était presque 22 heures lorsque Chloé termina d'organiser les derniers documents sur le bureau de Nicolas. Le bureau était silencieux, faiblement éclairé par la lampe de bureau, projetant un cercle chaud sur les papiers éparpillés. Dehors, la vue sur les toits de la petite ville historique en Touraine brillait à travers les grandes fenêtres, mais à l'intérieur de cette pièce, le monde s'était réduit à seulement 2 personnes. Dans une conversation qui était sur le point de commencer, Nicolas se pencha en arrière, observant Chloé plier soigneusement une feuille de papier où elle avait écrit des notes sur l'affaire Ranchao. Il remarqua qu'elle pliait toujours les papiers de la même manière, 2 fois, en rectangle soigné, comme si chacun méritait le respect. « Vous n'êtes pas obligé de rester si tard, dit-il finalement, rompant le silence. « Je sais, mais j'aime le bureau quand il est vide. C'est plus facile de penser quand personne ne me regarde comme si j'étais une bête de foire. » Chloé mit le dernier livre dans son sac et s'assit sur la simple chaise en bois en face de lui. Un contraste frappant avec l'élégant fauteuil utilisé lors des réunions formelles, la faisant paraître plus présente, plus réelle. « Puis-je vous demander quelque chose ? » Nicolas se pencha en avant. « Bien sûr, mais si c'est à propos de la jurisprudence,
je facture un supplément après 21 heures. Il sourit, mais son expression devint rapidement sérieuse. Pourquoi avez-vous étudié le droit? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce domaine? Chloé prit une profonde inspiration, comme si elle ouvrait un tiroir qu'elle n'avait pas regardé depuis longtemps. Mon père était ouvrier dans le bâtiment. Il est mort quand j'avais 16 ans dans un accident du travail. L'entreprise pour laquelle il travaillait a essayé de ne pas verser d'indemnisation à ma mère. Ils ont dit qu'il ne portait pas d'équipement de sécurité, que c'était de sa faute. Un mensonge complet. Elle fit une pause, regardant ses mains. Ma mère ne savait pas comment se défendre. Nous n'avions pas les moyens de nous payer un avocat. Et les quelques-uns qui ont accepté de nous parler agissaient comme s'ils nous faisaient une faveur, comme si nous devions être reconnaissants simplement d'être entendus. Nicolas se pencha, écoutant attentivement. Et puis j'ai pensé, si je connaissais la loi, si je comprenais comment les choses fonctionnaient, peut-être que je pourrais l'aider. Peut-être que je pourrais aider d'autres personnes dans la même situation. Alors je me suis inscrite à l'université avec une bourse. Avez-vous gagné le procès? Demanda Nicolas. Nous l'avons gagné. Après 2 ans de lutte, ma mère a utilisé l'argent pour ouvrir une petite boutique de couture dans notre quartier. Elle est toujours là. Elle coud des robes de fête pour les filles qui veulent se sentir comme des princesses. Chloé sourit, bien qu'il y eût une douce tristesse dans son sourire. Vous deviez être une excellente étudiante, commenta Nicolas. J'étais bonne. De bonnes notes, membre de groupe d'études. J'adorais discuter des cas avec les professeurs. J'avais un plan. Finir mon diplôme, faire un 3e cycle, peut-être un jour, ouvrir un bureau d'aide juridique dans mon quartier. Que s'est-il passé? La question resta en suspens dans l'air. Chloé passa une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste que Nicolas avait remarqué qu'elle faisait lorsqu'elle rassemblait ses pensées. Le père de Léo, dit-elle finalement. Je l'ai rencontré en 2e année. Il étudiait le commerce, une année devant moi. Un beau sourire, facile à vivre, des rêves qui semblaient correspondre aux miens, du moins c'est ce que je pensais. Nicolas remarqua que sa propre respiration était devenue plus concentrée. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi. J'étais en 3e année quand j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était inattendu, mais quand je le lui ai dit, je pensais que nous y ferions face ensemble. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a paniqué, a dit qu'il était trop jeune pour être père, qu'il avait encore trop de projets, et que peut-être il serait préférable de s'occuper de la situation d'une autre manière. Chloé fit une pause, regardant par la fenêtre. Je lui ai dit que je respectais sa décision de ne pas être père, mais que j'allais avoir le bébé, et qu'il n'avait pas à s'inquiéter parce que je me débrouillerais seul. Et vous l'avez fait? Demanda Nicolas. J'ai dû. J'ai abandonné au milieu de ma 3e année. La bourse ne couvrait pas la garderie, et ma mère était déjà occupée avec la boutique, donc elle ne pouvait pas s'occuper de Léo tout le temps. Je devais travailler. Nicolas sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Un mélange d'admiration et de frustration qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Et le père de Léo? Il a disparu. Littéralement déménagé dans une autre ville après son diplôme. Je ne l'ai plus jamais revu. Léo demandait après son père quand il était petit, mais plus maintenant. Je pense qu'il comprend que nous sommes une famille complète, juste comme nous sommes. Et vous n'avez jamais pensé à retourner à l'université? Chloé eut un petit rire silencieux. Si. J'y ai pensé tous les soirs quand je mettais Léo au lit et que j'ouvrais les livres que j'arrivais à emprunter ou à acheter d'occasion dans les brocantes. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai jamais cessé d'étudier. J'ai juste changé ma façon de le faire. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. J'ai commencé à aller à la bibliothèque municipale. Ils avaient une petite section juridique, mais elle était complète. Le professeur Pierre Duval, le même que j'ai mentionné à Thomas, y donnait des cours supplémentaires le samedi. Quand il a entendu mon histoire, il a commencé à me prêter des livres. Vous prêtez des livres? Demanda Nicolas. Au début, oui. Puis, quand il a vu que je les étudiais vraiment, que je prenais des notes, que je comprenais ce que je lisais, il a commencé à me les donner. Il disait, les livres sont faits pour être lus, pas pour rester sur une étagère pour la décoration.
Nicolas se leva aussi, venant se tenir à côté d'elle à la fenêtre. Et vous n'avez jamais ressenti de colère d'avoir dû renoncer à vos projets? Chloé se tourna vers lui et pour la première fois cette nuit-là, ses yeux brillèrent d'une intensité différente. Si, pendant longtemps. En colère contre le père de Léo, contre la situation, contre moi-même pour être tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas prêt à construire quelque chose de sérieux. Mais après la naissance de Léo. Elle fit une pause comme si elle revivait le moment, quand il est né, et que je l'ai tenu pour la première fois, j'ai compris que mes projets n'avaient pas été détruits. Ils avaient juste changé de forme. Je ne serais pas l'avocate que je rêvais d'être à 18 ans, mais je serais la mère que je voulais être à 20 ans. Et maintenant, le regrettez-vous? D'avoir Léo? Jamais. C'est la meilleure partie de moi. Il m'a appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et d'avancer quand même. Nicolas observait son profil contre les lumières de la ville. Il y avait quelque chose en Chloé qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une force qui ne venait pas du désir de prouver quelque chose à qui que ce soit, mais de savoir exactement qui elle était. Et vous étudiez toujours, chaque soir, après qu'il s'est endormi? J'ouvre mes livres. Je lis des cas, j'étudie des précédents juridiques, je suis les changements de la loi. Pas parce que je dois le faire. Parce que je veux le faire. Parce que ça a du sens pour moi. Même en sachant que vous ne pouvez pas pratiquer? Pratiquer le droit est une chose. Le comprendre en est une autre. Et qui sait, peut-être qu'un jour je retournerai à la faculté. Léo grandit, devient plus indépendant. Peut-être qu'il sera temps de finir ce que j'ai commencé. Nicolas sentit une étrange émotion monter dans sa poitrine. C'était de l'admiration, oui, mais plus que cela, c'était comme s'il se tenait devant quelqu'un qui avait transformé chaque obstacle en une marche, chaque chute en une impulsion pour grimper plus haut. Vous êtes remarquable, dit-il, le mot s'échappant avec plus de sentiment qu'il ne l'avait prévu. Je suis une mère célibataire qui nettoie des bureaux et lit des livres de droit pendant son temps libre. Rien de très remarquable là-dedans. Vous avez tort. Vous avez pris une situation qui aurait pu vous détruire et l'avez transformée en force. Vous avez élevé un enfant seul, n'avez jamais cessé d'apprendre, n'avez jamais perdu votre gentillesse ou votre sens de l'humour. Et en plus de ça, vous résolvez des problèmes que des avocats avec des doctorats ne peuvent pas comprendre. Chloé sourit, une lueur humide dans les yeux. Léo m'a demandé l'autre jour si j'étais triste de ne pas être devenue avocate. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, peut-être que je ne suis pas devenue l'avocate que je rêvais d'être, mais je suis devenue la personne que j'avais besoin d'être. Et ça valait encore plus. Le silence qui suivit était lourd de sens. Nicolas regarda Chloé lisser ses cheveux, ramasser son sac, retournant à son mode d'employé efficace. Mais quelque chose avait irrémédiablement changé entre eux. Une intimité s'était formée, une compréhension mutuelle qui allait au-delà de leur partenariat professionnel. Je dois y aller, dit-elle. Léo se couche tôt, mais il aime que je sois là quand il se réveille au milieu de la nuit. Parfois, il fait des cauchemars. Bien sûr. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Merci de m'avoir écouté. Elle se dirigea vers la porte mais se retourna avant de partir. Et Nicolas. Cette conversation reste entre nous. D'accord? Non pas parce que c'est un secret, mais parce que c'est personnel. Bien sûr, répondit-il. Resté seul dans le bureau, Nicolas fixa la chaise où elle était assise. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit. Non pas diminué, mais humble, comme s'il venait de rencontrer quelqu'un qui lui faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la force, la détermination et la valeur. Le lendemain, Nicolas arriva au bureau plus tôt que d'habitude, non pas pour des réunions urgentes, mais pour observer. Il voulait mieux comprendre la femme qui, en une seule conversation, avait remodelé sa vision de l'intelligence et du caractère. Il se positionna stratégiquement dans la salle de pause d'où il pouvait voir le couloir principal. À 8h15, Chloé entra, vêtue de son uniforme bleu et de son vieux sac à dos. Mais Nicolas la voyait maintenant différemment. Chaque mouvement, chaque sourire à un collègue transmettait une gentillesse qui allait au-delà de la simple politesse. Il la regarda s'arrêter pour aider un stagiaire qui avait laissé tomber une pile de papiers. Au lieu de simplement les ramasser, elle les organisa par date,
les lui rendant avec une blague sur le fait que les papiers avaient une vie propre dans les cabinets d'avocats. Le jeune homme rit, visiblement soulagé. Plus tard, lors d'une réunion avec l'équipe juridique, Nicolas se surprit à se demander ce que Chloé dirait de chaque point. Quand un avocat proposa une stratégie faible, il faillit murmurer « Chloé dirait que ça a une faille dans la clause 3 », mais se retint. À l'heure du déjeuner, il la vit assise seule dans la cour, mangeant un sandwich et lisant un livre sur le droit constitutionnel. Ce n'était pas une performance. Elle n'essayait d'impressionner personne. C'était un intérêt authentique, une véritable passion pour l'apprentissage. Nicolas réalisa qu'il éprouvait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce n'était pas le genre d'attirance physique qu'il avait ressenti pour d'autres femmes, ni simplement le respect professionnel pour une collègue compétente. C'était plus profond, plus complexe. De l'admiration mêlée de curiosité, du respect mêlé à une envie d'en savoir plus, de comprendre comment un esprit aussi brillant s'était développé dans des circonstances aussi difficiles. Il était fasciné par la façon dont elle transformait la difficulté en perspicacité, les obstacles en opportunités de croissance. À la fin de la journée, alors que le bureau commençait à se vider, Nicolas demanda à Chloé de le rejoindre pour une conversation. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il en lui tendant une enveloppe. Chloé l'ouvrit et y trouva un chèque important, de quoi couvrir plusieurs mois de dépenses. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Une prime. Pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Pour les solutions qu'aucun de mes avocats n'a pu trouver. » Chloé regarda le chèque pendant quelques secondes, puis le lui rendit. « Je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas ? Vous le méritez. La valeur que vous apportez à mon travail vaut bien plus que cela. C'est exactement pour ça que je ne peux pas l'accepter. » Nicolas fronça les sourcils, perplexe. « Je ne comprends pas. » Chloé s'assit dans la même chaise que la veille. « Si j'accepte ce chèque, vous aurez l'impression que nous sommes quittes. Que vous avez payé pour mon savoir, pour mon aide. Et je me sentirai comme quelqu'un qui a été récompensé pour avoir été utile. Mais c'est exactement ce que je fais. Récompenser quelqu'un qui a été utile. Non, Nicolas. Je ne suis pas une faveur. Je suis une valeur. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, remplis de dignité et de résolution. « Vous ne comprenez pas, poursuivit-elle. Je ne vous aide pas parce que j'ai besoin d'argent. Je vous aide parce que ça me plaît, parce que ça a du sens pour moi. Parce que j'ai enfin l'occasion d'utiliser tout ce que j'ai appris. L'argent transformerait cela en une transaction, mais ce que nous avons ici, c'est un partenariat. » Nicolas rangea le chèque, se sentant à la fois éconduit et profondément impressionné. « Alors comment puis-je vous remercier ? Continuez à me laisser m'impliquer. Continuez à faire confiance à mon jugement. Et peut-être, juste peut-être, voyez-moi comme une personne, pas seulement comme une femme de ménage qui connaît la loi. » À ce moment-là, Nicolas réalisa ce qu'il ressentait. Il était en train de tomber amoureux. Pas de l'apparence de Chloé, ni de son utilité au travail, mais de son essence, de son intégrité, de son esprit, de sa capacité à transformer n'importe quelle situation en une chance de grandir. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel procès auquel il avait jamais été confronté. Jeudi matin commença comme n'importe quel autre jour chez Morel et Associés. Chloé arriva ponctuellement à 8 heures, salua le personnel de la réception et se dirigea vers l'étage administratif avec son chariot de ménage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres de là, Hugo Lambert, un stagiaire de 2e année et influenceur en herbe, enregistrait discrètement une vidéo pour sa chaîne sur les réseaux sociaux. Hugo avait été intrigué par le buzz du bureau, les rumeurs d'un mystérieux consultant invisible aidant Nicolas Morel dans des cas complexes. Quand il vit Chloé expliquer patiemment la différence entre une clause de résiliation et une clause d'annulation à 2 autres stagiaires, il sut qu'il avait trouvé le contenu parfait. « Regardez, c'est simple, » dit Chloé, s'appuyant sur un balai en faisant des gestes. Une clause de résiliation, c'est comme une rupture où vous n'êtes plus d'accord sur les films. C'est fini, mais personne n'a rien fait de mal. Maintenant, une clause de rescission, c'est quand une personne mangeait secrètement tout le pop-corn. C'est une rupture de confiance. Les stagiaires rirent, et l'un d'eux demanda « Et si quelqu'un a menti sur le fait d'aimer les films d'horreur juste pour impressionner l'autre ?» Eh bien, mon ami, ça c'est une fausse déclaration. Tout l'accord était basé sur de fausses informations. Ça peut rendre le contrat invalide depuis le début.
Comme quand tu découvres que ton coup de cœur n'aime même pas les chiens ou la pizza. C'est une incompatibilité fondamentale. Relation annulée. Hugo continua d'enregistrer, fasciné par la façon dont Chloé clarifiait des concepts que ses professeurs mettaient des heures à rendre à moitié aussi clairs. Et comment savons-nous laquelle utiliser dans chaque cas? Sans qui un autre stagiaire? Question principale, y a-t-il eu mauvaise foi? Si oui, c'est une récision. Sinon, c'est juste une résiliation. C'est comme rompre par SMS ou en personne. Dans les deux cas, c'est fini. Mais l'un est un peu plus respectueux que l'autre. Chloé attrapa son chiffon, prête à retourner au travail, mais un stagiaire avait encore une question. Et si les deux personnes veulent sortir du contrat, mais pour des raisons différentes? Alors vous avez un divorce à l'amiable avec une dispute pour savoir qui garde le chien. Résiliation bilatérale avec une clause de répartition spécifique. Chacun reprend ce qu'il a apporté, mais il faut décider qui garde le compte Netflix partagé. Les trois éclatèrent de rire, et Hugo termina l'enregistrement avec un gros plan sur le visage de Chloé alors qu'elle faisait un signe de la main détendue à la caméra. Les amis, vous venez d'assister au meilleur cours de droit des contrats de l'histoire, donné par l'experte la plus improbable dans le cabinet d'avocats le plus chic d'une petite ville historique en Touraine. Voilà à quoi ressemble l'accès à la connaissance, narra Hugo dans son téléphone. Il publia la vidéo sur sa chaîne à 14h avec la légende, POV, l'agent d'entretien de ton bureau explique le droit des contrats mieux que ton prof d'Assas. Sagesse juridique simple, sans diplôme. Légende juridique. Ce qui suivit surprit même Hugo. En 2 heures, la vidéo avait 50 000 vues. Après 4, elle atteignit 200 000. À la fin de la journée, elle avait dépassé le demi-million, rempli de commentaires enthousiastes d'étudiants en droit, d'avocats et de professeurs. Cette femme a expliqué en 2 minutes ce que mon prof n'a pas pu expliquer en un semestre entier. Est-ce que quelqu'un sait où elle enseigne? J'abandonne la fac pour étudier avec elle. Enfin quelqu'un qui rend le droit compréhensible. Attendez, c'est une agent d'entretien? Comment est-elle meilleure qu'un doctorant d'Assas? La vidéo fut partagée dans des groupes privés des facultés de droit à travers le pays. Elle devint virale sur un réseau social populaire sous le hashtag La Juriste en bleu et d'autres plateformes s'enflammèrent avec des histoires citant les explications de Chloé. Un site d'actualité juridique partagea le clip avec le titre « Une membre du personnel d'entretien enseigne le droit des contrats et devient virale sur les réseaux sociaux ». Un autre média publia un article complet « L'éducatrice accidentelle qui change notre façon de parler du droit ». Mais la véritable explosion se produisit lorsqu'une page populaire publia une image de Chloé tenant son balai à côté de 11 avocats solennels en robe, avec la légende, l'agent d'entretien qui a surclassé 11 docteurs en droit. Le mème se répandit comme une traînée de poudre, avec des dizaines de versions. Le lendemain matin, Chloé arriva au travail sans se douter de ce qui s'était passé. Elle fut accueillie par des regards curieux, des conversations chuchotées et des sourires entendus. Elle ne réalisa que quelque chose n'allait pas que lorsque la réceptionniste, contenant à peine son excitation, lui montra un téléphone. « Chloé, vous êtes devenue virale. Plus de 2 millions de vues. » Chloé regarda la vidéo avec un air amusé, secouant la tête. « Ce Hugo, j'ai toujours pensé qu'il enregistrait trop. »« Vous n'êtes pas en colère ?» demanda la réceptionniste. « Pourquoi le serais-je? Ai-je dit quelque chose de mal? » Non, mais vous n'avez pas demandé à être filmé. C'est vrai. Mais je n'ai rien dit de confidentiel non plus. Et d'après les commentaires que je vois, les gens apprennent. C'est une bonne chose. Quand Nicolas arriva 1 heure plus tard, il y avait déjà 3 appels de journalistes en attente, 2 emails de producteurs de télévision voulant interviewer la femme de ménage virale, et un message des ressources humaines demandant comment gérer la situation. Nicolas convoqua immédiatement Hugo. Vous n'aviez pas le droit de filmer une employée sans sa permission. Monsieur Morel, je ne savais pas que ça deviendrait viral comme ça. C'était juste une vidéo stupide pour mes abonnés. Retirez la vidéo maintenant. Mais monsieur, elle a déjà été partagée des milliers de fois. Même si je la supprime, ça ne changera pas grand-chose. Et, techniquement, je l'ai enregistrée dans un espace public du bureau, et elle n'a rien dit sur le fait de ne pas vouloir être filmée. Nicolas prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son irritation. Il n'était pas en colère contre le succès de Chloé, mais inquiet des répercussions potentielles.
Le cabinet pourrait faire face à des questions sur ses pratiques d'embauche, sur pourquoi un membre du personnel d'entretien possédait des connaissances juridiques aussi avancées, sur la compétence globale de l'équipe juridique. Il appela Chloé dans son bureau pour une conversation privée. « Chloé, nous devons parler de cette situation. » La vidéo. Je l'ai vue. C'est drôle. Comprenez-vous les implications? La presse pourrait vouloir vous parler. Fouillez dans votre histoire. Demandez pourquoi vous ne pratiquez pas le droit. Et je répondrai avec la vérité. Que j'ai étudié le droit, que je n'ai pas terminé pour des raisons personnelles, mais que j'ai continué à étudier parce que ça me plaît. Quel est le problème? Le problème, c'est que cela pourrait créer une situation embarrassante pour le cabinet. Les gens remettront en question notre compétence, demanderont pourquoi nous comptons sur un membre du personnel d'entretien pour résoudre des cas complexes. Chloé croisa les bras, adoptant un ton plus sérieux. « Nicolas, êtes-vous embarrassé par moi ?» La question le prit au dépourvu. « Ce n'est pas ça. » Alors qu'est-ce que c'est? Ai-je partagé des informations confidentielles, enfreint un protocole, manqué de respect à un client? Non. Mais. Alors laissez-moi vous poser une question. Préféreriez-vous avoir une équipe qui prétend tout savoir, ou quelqu'un qui comprend vraiment le sujet, quel que soit son titre de poste? Nicolas resta silencieux pendant quelques secondes. Vous avez raison. Je suis désolé. C'est juste que ce genre d'attention pourrait compliquer notre partenariat. Notre partenariat a toujours été compliqué, Nicolas. Depuis le premier jour. Et ça a quand même fonctionné. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Vous savez ce que je pense de cette vidéo? Si les gens se moquent de moi, j'espère qu'ils auront appris quelque chose au passage. Combien d'étudiants en droit pensez-vous ont compris des concepts qui étaient bloqués dans leur tête juste parce que j'ai utilisé des analogies avec les relations et Netflix? Probablement beaucoup. Alors la vidéo a servi à quelque chose. Et si elle cause des problèmes au cabinet, nous les gérons. Mais je ne vais pas me cacher juste parce que les gens ont découvert que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme. Nicolas la regarda, une fois de plus, impressionné par sa capacité à transformer une situation potentiellement délicate en une opportunité de réflexion profonde. Vous n'avez pas peur d'être jugé, observa-t-il. Nicolas, je suis une mère célibataire, une femme de ménage qui étudie le droit pendant ses pauses. Si j'avais peur du jugement, je ne sortirais même pas de chez moi. Ce qui m'importe, c'est, est-ce que je fais quelque chose d'utile? Est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Et l'êtes-vous? Je le suis. Alors, que les mêmes viennent, les interviews, les questions. Je répondrai à tout aussi naturellement que j'explique les clauses de contrat. Cet après-midi-là, lorsque 3 autres médias contactèrent le cabinet pour interviewer la femme de ménage devenue un phénomène, Nicolas n'essaya pas de les bloquer. Au lieu de cela, il demanda simplement à Chloé si elle avait besoin de quelque chose. « Promettez-moi juste une chose, dit-elle. »« Quoi ? » ?»« Si un journaliste pose des questions sur mon patron, dites-leur qu'il est la personne la plus intelligente que je connaisse. Parce que c'est vrai. Et parce que l'intelligence reconnaît l'intelligence. C'était officiel. Nicolas était complètement amoureux. L'affaire Ranchow contre Morel et associés était prévue pour lundi à 9 h du matin au tribunal de grande instance de Tours. C'était le genre de procès qui déterminerait non seulement l'avenir financier du cabinet, mais aussi sa réputation sur le marché. 60 millions d'euros étaient en jeu, ainsi que la crédibilité que Nicolas avait méticuleusement bâtie en 15 ans. Le vendredi précédent, la tension dans le bureau était palpable. Les avocats révisaient les arguments, vérifiaient les précédents et échangeaient des regards nerveux dans les couloirs. Tout le monde savait que la stratégie de défense reposait sur une interprétation complexe de la clause 38B, la même clause que Chloé avait signalée comme problématique des semaines auparavant. Nicolas était dans son bureau, entouré de piles de documents et de 3 avocats seniors qui semblaient plus anxieux que confiants. L'argument est solide, dit maître Stéphane Girard, le plus expérimenté de l'équipe. Mais l'accusation s'attaquera à notre interprétation de la clause de sauvegarde, ajouta maître Isabelle Petit, la seconde en commande. Et s'il cite le précédent Morrison contre Atlantique? Demanda maître Isabelle Petit. Notre défense sera affaiblie. Nicolas se frotta les tempes.
Il avait étudié le cas pendant des semaines, mais quelque chose le dérangeait encore. Une pièce du puzzle ne s'emboîtait pas tout à fait. C'est à ce moment que Chloé frappa à la porte. « Excusez-moi, puis-je entrer ?» « Bien sûr. » Elle portait un plateau avec du café et un dossier sous le bras. « Je vous ai apporté du café. » « Eh bien, je vous ai entendu parler de Morrison contre-Atlantique. » Maître Stéphane Girard haussa un sourcil. « Et vous vous inquiétez du mauvais précédent. » La pièce devint silencieuse. Chloé posa le plateau sur la table et ouvrit son dossier. La décision Morrison contre-Atlantique a été partiellement annulée 6 mois plus tard par Hamilton contre Shore Industries. L'interprétation qui vous inquiète n'est plus valide. Maître Isabelle Petit feuilleta rapidement ses documents. Ce n'est pas dans nos recherches. C'est parce que ça a été publié dans une revue moins connue, pas dans les grandes revues de droit. Mais ça a complètement changé le précédent juridique. Ce que vous devriez surveiller, c'est Nelson contre Phoenix Corporation d'il y a 2 mois. Nicolas se pencha en avant. Expliquez. L'affaire Nelson a introduit une nouvelle façon d'interpréter les clauses ambiguës dans les contrats de fusion. Si l'accusation cite cette affaire, alors oui, vous avez un problème. Mais vous avez aussi une solution. Elle tira une chaise et s'assit entre eux, étalant des papiers sur la table. Dans Nelson, le juge a utilisé une lecture strictement littérale de la loi, ignorant le contexte historique. Mais il y a une affaire plus ancienne, Fitzgerald contre Morgan Stanley, de 1987, qui correspond parfaitement à notre situation. Au cours des 2 heures suivantes, Chloé restructura complètement la stratégie de défense. Elle ne se contenta pas de souligner les faiblesses. Elle construisit une nouvelle approche solide basée sur des précédents que les autres avocats ne connaissaient même pas. « Vous devriez être celle au tribunal lundi », dit maître Stéphane Girard, clairement impressionné. « Je ne peux pas, et je ne le ferai pas. » « Pourquoi pas ? » « Parce que ce n'est pas ma place. Ma place est ici, à vous aider à vous préparer. Nicolas va briller dans cette salle d'audience, et vous verrez tous pourquoi il est l'un des meilleurs avocats de la région. Dimanche soir, Nicolas appela Chloé. « Je suis nerveux. »« Nerveux ou peu sûr de vous ?» demanda-t-elle. « Quelle est la différence ? Nerveux signifie que vous savez que vous êtes préparé, mais votre cœur bat quand même la chamade. Peu sûr de vous signifie que vous n'êtes pas certain d'être à la hauteur. Alors je suis nerveux. Bien. Ça veut dire que le résultat vous importe. Maintenant, dites-moi quel est le point central de notre argumentation. » Pendant 40 minutes, Chloé lui fit réviser les points clés, testa ses réponses à des questions possibles et lui rappela des précédents cruciaux. Au moment où ils raccrochèrent, Nicolas se sentait confiant pour la première fois depuis des semaines. Lundi matin, la salle d'audience était comble. Journalistes, étudiants en droit et spectateurs curieux attirés par l'attention entourant la femme de ménage virale remplissaient chaque siège disponible. Chloé s'assit tranquillement au fond, vêtue d'un chemisier simple et d'un jean. Nicolas commença fort. Son plaidoyer d'ouverture était clair, persuasif et bien structuré. Il cita les précédents que Chloé avait recommandés et exposa une ligne de raisonnement solide. Pendant 40 minutes, il commanda complètement la salle d'audience. Mais ensuite, l'accusation contre-attaqua. « Monsieur le Président, » dit la procureure, une femme bien habillée dans la cinquantaine. La défense s'appuie sur une interprétation discutable de Fitzgerald contre Morgan Stanley. Je voudrais souligner que ce précédent a été partiellement modifié par la récente décision dans Torres contre Infinity Holdings. Nicolas sentit le sang se vider de son visage. Torres contre Infinity Holdings. Il ne connaissait pas cette affaire. Elle n'était pas apparue dans ses recherches. Chloé ne l'avait pas mentionnée. Le changement introduit par Torres contre Infinity, poursuivit la procureure, stipule clairement que dans les contrats de fusion avec des clauses ambiguës, l'interprétation doit favoriser la partie qui n'a pas rédigé le document original. Le juge se pencha, clairement intéressé. Nicolas savait qu'il devait répondre, mais il n'avait aucune idée de comment contrer un précédent qu'il n'avait jamais vu. Son équipe semblait tout aussi perdue. « Maître Morel, » dit le juge, « souhaitez-vous répondre au précédent soulevé par l'accusation » Nicolas se leva, mais son esprit était vide. Il chercha dans ses papiers, cherchant n'importe quoi, mais ne trouva rien. Puis il entendit une voix douce derrière lui. Article 127, paragraphe 3.
Modification partielle, pas complète. C'était Chloé. Elle s'était levée et, parlant juste assez fort pour qu'il l'entende, elle lui donna exactement ce dont il avait besoin. Nicolas prit une profonde inspiration et se tourna vers le juge. Monsieur le Président, avec tout le respect dû à l'accusation, il est important de clarifier que Torres contre Infinity Holdings n'a introduit qu'une modification partielle du précédent Fitzgerald contre Morgan Stanley, pas une abrogation complète. Il se mit à arpenter la salle d'audience, la confiance revenant. L'article 127, paragraphe 3, stipule que les modifications partielles des précédents ne doivent s'appliquer qu'aux aspects spécifiques remis en question dans la nouvelle décision. Comme Chloé l'a expliqué, dans Torres contre Infinity, le problème central était de savoir comment interpréter les clauses dans les prises de contrôle hostiles, pas les fusions amicales comme celles que nous discutons aujourd'hui. La procureure fronça les sourcils, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. De plus, poursuivit Nicolas, le juge dans Torres contre Infinity a été très clair sur le fait que sa décision n'était pas destinée à s'appliquer largement à tous les types de fusions, seulement à celles impliquant une coercition ou un déséquilibre majeur d'informations. Dans notre cas, nous avons une fusion amicale avec une information complète partagée entre les deux parties, documentée sur 8 mois de négociation. Donc, Torres contre Infinity ne s'applique pas. L'interprétation originale de Fitzgerald contre Morgan Stanley reste valide et pertinente. La salle d'audience devint silencieuse, un silence rompu seulement par le bruit du juge tapotant son stylo sur le bureau. Maître Morel, votre argument est cohérent et bien étayé. L'objection est rejetée. 2 heures plus tard, Nicolas avait gagné le procès. La décision fut unanime. La clause 38B était valide. Le contrat restait en vigueur, et Morel et associés conservaient non seulement les 60 millions d'euros en jeu, mais aussi leur réputation. De retour au bureau, tout le monde célébrait. Mais avant toute chose, Nicolas alla chercher Chloé. « J'ai besoin de te parler. » Ils se retrouvèrent dans son bureau, loin des félicitations et des toasts. « Comment savais-tu pour Torres contre Infinity ?» demanda-t-il. « Je l'ai cherché hier soir quand tu m'as dit que tu étais nerveux. Je me suis dit que je vérifierais si des cas récents pouvaient poser des problèmes à notre stratégie. J'en ai trouvé 3, dont celui-là. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Parce que tu étais déjà sous pression, et je savais que si ça se présentait, tu serais capable de le gérer avec la bonne information au bon moment. » Nicolas s'assit sur le bord de son bureau. « Chloé, tu as sauvé ma carrière aujourd'hui. Tu as sauvé ta propre carrière. J'ai juste chuchoté une astuce. Non, c'était bien plus que ça. Tu m'as aidé depuis le premier jour. » Il se rapprocha. « Je veux officialiser les choses. Veux-tu être mon assistante personnelle et conseillère juridique principale ? Salaire complet, avantages sociaux complets, et la reconnaissance que tu mérites. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. « Tu es sérieux ? » Complètement. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas de la charité. C'est du respect pour ta valeur professionnelle. J'accepte. Ils se prirent dans les bras. C'était une étreinte professionnelle, mais elle dura quelques secondes de plus que nécessaire. Ce soir-là, Nicolas organisa un dîner de célébration à l'Hostellerie du Roi, l'un des restaurants les plus élégants de la région. Toute l'équipe juridique était là, ainsi que plusieurs clients importants. Quand Chloé arriva, Nicolas faillit ne pas la reconnaître. Elle portait une simple robe bleu marine, élégante mais sobre, et ses cheveux, habituellement attachés, étaient lâches. Elle était belle, mais complètement elle-même. Pendant le dîner, elle parla avec aisance de cas juridiques, fit rire les gens avec ses analogies créatives et se comporta avec une confiance tranquille qui n'avait rien à voir avec ses vêtements ou ses chaussures. Nicolas ne put la quitter des yeux de toute la soirée. La façon dont elle faisait des gestes en expliquant un point, la façon dont elle souriait quand quelqu'un posait une question intelligente, la façon dont elle traitait tout le monde, du serveur aux partenaires principaux, avec la même chaleur et le même respect. À la fin de la soirée, alors que le groupe commençait à partir, Nicolas proposa de raccompagner Chloé chez elle. « Tu n'es pas obligé. Je peux appeler un VTC. J'insiste. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. » Sur le chemin, ils parlèrent du procès, de son nouveau rôle et de quelques derniers détails de l'affaire. La conversation coulait facilement, avec des moments de silence qui semblaient naturels, pas gênants.
Quand ils arrivèrent devant l'immeuble de Chloé, Nicolas coupa le moteur. « Chloé » dit-il en se tournant vers elle. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Quelque chose s'était construit depuis des semaines. Une connexion tacite. Une attraction silencieuse. Nicolas se pencha et l'embrassa. C'était doux au début, incertain, puis plus profond. Chloé répondit, ses mains touchant son visage, perdu dans l'instant. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Ça. C'était une erreur, dit Nicolas, sa voix soudainement tendue. Quoi? Ça n'aurait pas dû arriver. Tu travailles pour moi maintenant. Ça complique tout. C'était inapproprié. Chloé resta silencieuse, encaissant ces mots. Chloé, il vaut mieux que tu oublies que ça s'est passé. S'il te plaît. Elle le regarda pendant quelques secondes, puis sortit de la voiture sans un mot de plus. Nicolas la regarda entrer dans l'immeuble, sachant qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Le lendemain matin, Nicolas arriva au bureau 2 heures plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas bien dormi, rejouant le baiser, et surtout le regard sur le visage de Chloé quand il avait qualifié cela d'erreur. Sa déception silencieuse, 1000 fois pire que la colère, l'avait hanté toute la nuit. À 9 heures du matin, quand Chloé arriva au travail, elle trouva un bouquet de roses blanches sur son nouveau bureau. Un vrai bureau avec des tiroirs et tout, à l'étage administratif. C'était un arrangement élégant, coûteux, valant plus que son salaire de la semaine précédente. La carte attachée disait simplement « Je m'excuse pour mon comportement inapproprié d'hier. NM ». Chloé regarda les fleurs pendant quelques secondes, puis se dirigea calmement vers le bureau de Nicolas. Il était au téléphone, mais mit fin à l'appel quand il la vit entrer, portant le bouquet. « Chloé, je... » « Elles sont très jolies, dit-elle en posant les fleurs sur son bureau. « Mais je suis allergique. » Allergique aux roses, allergique aux excuses parfumées et coûteuses. Elle laissa une petite note pliée à côté du bouquet et sortit avant qu'il ne puisse répondre. La note disait « La prochaine fois que tu veux t'excuser, essaie de parler. Les fleurs meurent en une semaine. » Les mots honnêtes durent éternellement. Au cours des jours suivants, Nicolas tenta des approches plus subtiles. Il laissa un café de son petit bistrot de quartier préféré sur son bureau, un petit endroit local près de chez elle, très différent du café gastronomique du bureau. Chloé le remercia poliment, le but, mais fit clairement comprendre que la courtoisie professionnelle n'effaçait pas l'inconfort personnel. Quand il proposa de l'aider à organiser la bibliothèque juridique qu'elle avait demandée pour son nouveau bureau, Chloé répondit « Merci, mais je vais me débrouiller. » J'ai toujours fait. Il n'y avait aucune hostilité dans sa voix, juste une ferme mise en place de limites qui n'existaient pas avant ce baiser non résolu. Mercredi, Nicolas essaya une tactique différente. Lors d'une réunion sur une nouvelle affaire, il demanda l'avis de Chloé devant toute l'équipe juridique. Notre nouvelle conseillère a certainement une perspective précieuse sur cette question, dit-il en la regardant directement. Chloé répondit avec un professionnalisme parfait, offrit des suggestions précises et aida à résoudre une impasse qui avait bloqué la discussion pendant 2 heures. Mais quand la réunion se termina et que les autres avocats partirent en louant sa contribution, elle se tourna vers Nicolas. « N'utilise pas mon travail pour essayer de réparer ce qui s'est cassé en dehors. Ce n'est pas ce que je... » Si. Et tu n'as pas besoin de le faire. Mon travail parle de lui-même. Il l'a toujours fait. Je n'ai pas besoin que tu me valides professionnellement pour compenser ce qui s'est passé personnellement. Jeudi, Nicolas laissa un livre sur son bureau, nouveau précédent en droit des contrats, une collection sortie juste la semaine précédente. C'était exactement le genre de lecture qu'il savait qu'elle adorerait. Chloé le feuilleta, clairement intéressée, mais le rendit à la fin de la journée avec un post-it. Merci pour le prêt. J'ai déjà commandé mon propre exemplaire. Vendredi, quand Nicolas tenta d'entamer une conversation sur une affaire qu'ils examinaient ensemble, Chloé l'interrompit doucement. Nicolas, pouvons-nous établir quelques règles? Bien sûr. Premièrement, mon travail reste excellent parce que j'aime ce que je fais, pas parce que tu as besoin de moi. Deuxièmement, notre partenariat professionnel est solide et le restera. Troisièmement, ce qui s'est passé sur le parking reste sur le parking. Et la quatrième règle, arrête d'essayer de compenser ce que tu as dit avec de petits gestes. Si tu crois vraiment que c'était une erreur, alors ça l'était. C'est tout.
Passons à autre chose. Nicolas hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Chloé choisit de ne pas interpréter. Pendant le week-end, Léo jouait dans le salon quand il vit la même voiture dehors que celle qui avait déposé sa mère la veille. « Maman, l'homme aux fleurs est encore en bas. »« L'homme aux fleurs ?» demanda Chloé. « Celui qui a envoyé les fleurs blanches que tu as rendues. Le même qui t'a ramené à la maison après le dîner chic. » Chloé alla à la fenêtre. Nicolas se tenait à côté de sa voiture, regardant l'immeuble, mais n'osant pas monter. « Léo, viens ici. » Le garçon s'approcha, curieux. « Cet homme, c'est ton ami ou ton petit ami ?» Chloé sourit, repoussant les cheveux de son fils. « Pourquoi veux-tu savoir ? » Parce que si c'est ton ami, tu devrais l'inviter à monter. Mamie Geneviève dit toujours que les amis sont les bienvenus. Mais si c'est ton petit ami. Si c'est mon petit ami, quoi ? Alors tu dois décider si tu l'aimes vraiment ou s'il est juste confus. Parce qu'un petit ami confus te rend triste. Et je n'aime pas quand tu es triste. Chloé serra son fils dans ses bras, étonnée par la sagesse d'un enfant de 6 ans. Et tu penses qu'il est quoi ? Léo réfléchit quelques secondes, observant Nicolas par la fenêtre. Je pense que c'est un ami qui voulait être un petit ami mais qui a eu peur. Comme Pierre dans ma classe. Il aime Sophia mais il fait semblant de ne pas l'aimer parce que les autres garçons se moqueraient de lui. Tu es très intelligent, tu sais ça. Mamie Geneviève le dit toujours. Elle dit aussi que les adultes peuvent être plus bêtes que les enfants parfois. Chloé rit, regardant toujours Nicolas dans la rue. Tu sais quoi ? Ta grand-mère a raison. Nicolas resta sur le trottoir pendant encore 10 minutes, puis monta dans sa voiture et partit. Chloé resta à la fenêtre, contemplant les paroles de son fils et les sentiments complexes qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Léo, qui était retourné à ses jouets, appela depuis le salon. « Maman, s'il revient demain, je peux lui parler ? » Les adultes qui sont confus ont parfois besoin de l'aide des enfants. Chloé secoua la tête en souriant. Son fils avait raison. Les adultes rendaient souvent les choses simples bien trop compliquées. Le lundi suivant, Nicolas se présenta au bureau de Chloé avec une proposition inattendue. « Tu veux déjeuner dehors ? J'ai besoin de te parler d'une affaire, mais loin du bureau. » Chloé le regarda, sentant un changement dans son attitude. Il semblait moins sur la défensive, plus humain. Quel genre d'affaire ? Le genre qui ne peut pas être résolu avec la jurisprudence. Ils allèrent dans un petit café du centre-ville, loin des restaurants haut de gamme que Nicolas fréquentait habituellement. C'était un endroit simple avec des tables en bois usé et un menu écrit à la main sur une ardoise. Le genre d'endroit où Chloé se sentait à l'aise. Nicolas commanda un sandwich qu'il toucha à peine. Chloé mangea sa salade, le regardant jouer avec une serviette en papier. « Alors, dit-elle après quelques minutes de silence, quel genre d'affaire te perturbe à ce point ? » « C'est moi, l'affaire. » Elle arrêta de manger et attendit. « Chloé, je ne sais pas comment gérer ce que je ressens. » « Et que ressens-tu ? » ?»« Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé. Ma façon de travailler, ma façon de penser, ma façon d'exister. Et ça me fait peur. » « Pourquoi ça te fait peur ? » ?»« Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. Je n'ai jamais autant admiré quelqu'un. Je n'ai jamais eu autant envie d'être près de quelqu'un, d'entendre ce qu'il pense, de comprendre comment il voit le monde. Chloé posa sa fourchette et lui accorda toute son attention. « Es-tu confus parce que tu es tombé amoureux, ou parce que tu es tombé amoureux de moi ? » La question le prit au dépourvu. Quelle est la différence ? La différence, c'est que peut-être tu n'as pas l'habitude des femmes qui n'ont pas besoin de toi. Juste du vrai toi. Nicolas fronça les sourcils. Que veux-tu dire ? Les femmes que tu as connues avant, elles avaient besoin de ton statut, de ton argent, de ton influence. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Et ça te laisse sans point de référence, n'est-ce pas ? Il resta silencieux, assimilant ses paroles. Peut-être que tu as raison. Ce n'est pas un peut-être. Tu as passé toute ta vie à être nécessaire pour les gens pour les mauvaises raisons. Avec moi, tu es juste toi. Nicolas. Pas le PDG, pas le type riche. Juste l'homme intelligent qui pose de bonnes questions et qui rit parfois à mes mauvaises blagues. Tes blagues ne sont pas mauvaises.
Si, elles le sont. Mais tu ris quand même. Ils sourirent tous les deux, et la tension s'adoucit. Alors c'est ça, dit Nicolas. Je suis confus parce que tu me fais me sentir à la fois inutile et essentiel. Exactement. Tu n'as pas à être autre chose que toi-même. Et ça te terrifie. Oui. Parce que ça veut dire que si tu m'apprécies, c'est pour moi. Et si tu ne m'apprécies pas, c'est aussi pour moi. Nicolas hocha la tête, reconnaissant la vérité claire et nette dans ses paroles. Et à propos du baiser, dit-il, abordant enfin le problème non dit entre eux. Je crois vraiment que c'était inapproprié. Tu travailles pour moi maintenant, et je ne veux pas que tu te sentes sous pression ou mal à l'aise. Chloé inclina la tête, l'étudiant. Alors peut-être que tu devrais réfléchir un peu plus avant d'aller embrasser les gens. Ou m'as-tu embrassé par admiration? Non. Je t'ai embrassé parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais imaginer rien de plus juste au monde. Et après ça? Après ça, la peur a pris le dessus. La peur de compliquer les choses, de te perdre en tant que collègue, je ne sais pas. De ne pas être assez. Chloé se pencha en arrière, un doux sourire aux lèvres. Nicolas, tu es beaucoup de choses. Intelligent, dévoué, parfois aussi têtu qu'une mule. Mais pas assez? Jamais. Alors pourquoi ai-je l'impression de l'être? Parce que tu apprends à être avec quelqu'un qui ne veut rien de toi, sauf ta compagnie. Et c'est effrayant. Ils terminèrent leur déjeuner en discutant de travail, mais quelque chose avait changé entre eux. Il y avait un nouveau sentiment de compréhension, une sorte d'honnêteté qui n'était pas là avant. Quand ils retournèrent au bureau, Nicolas l'accompagna jusqu'à son bureau. « Chloé, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Ressens-tu quelque chose pour moi ?» Elle le regarda pendant quelques secondes. « Je suis désolée, mais je suis confuse, moi aussi. Et contrairement à toi, je n'ai pas le luxe d'embrasser quelqu'un et de qualifier ça d'erreur après. Quand tu auras compris ce que tu veux vraiment, fais-le-moi savoir. D'ici là, nous sommes des collègues. De bons collègues. » Ce soir-là, à la maison, Chloé était plus silencieuse que d'habitude. Léo dormait, et elle aidait sa mère, Geneviève, à plier le linge dans le salon. « Tu as l'air différente, » observa Geneviève, regardant sa fille. « Différente comment ? » Triste. Pas le genre de triste qui fait pleurer. Le genre qui vient quand on réfléchit trop. Chloé sourit. Sa mère avait toujours une façon de lire ses humeurs avec une précision chirurgicale. Ça va, maman. Je gère juste quelques changements. Quel genre de changement? Le travail? Des choses personnelles? Un peu de tout. Geneviève arrêta de plier les vêtements et s'assit à côté de sa fille. Parle-moi. Le travail se passe très bien. Mieux que ce que j'espérais. J'ai le poste que j'ai toujours voulu. Je fais ce que j'aime et je suis bien payé. Mais, mon patron est compliqué. Compliqué comment? Chloé soupira. Il est intelligent, respectueux. Il m'estime professionnellement. Et je ressens quelque chose pour lui. Et lui? Ressent-il quelque chose pour toi? Je pense que oui. Mais il n'arrête pas de faire des allers-retours. Il qualifie ses propres sentiments d'erreur. Geneviève hocha la tête comme si tout devenait soudainement clair. Oh, je vois. C'est un de ces hommes qui ne savent pas comment gérer une femme forte. Ce n'est pas ça, maman. Il admire ma force. Le problème, c'est que je pense que ça le rend peu sûr de lui. Et toi? Comment te sens-tu? Confuse. Parce que je tiens à lui, mais je ne sais pas s'il me veut vraiment ou s'il m'admire juste. Et je ne suis pas sûr de vouloir m'impliquer avec quelqu'un qui ne comprend même pas ses propres sentiments. Geneviève serra sa fille dans ses bras. Ma chérie, parfois les hommes mettent plus de temps à comprendre leur cœur. Non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ont été élevés en croyant que les sentiments sont une faiblesse. Alors que dois-je faire? Continue d'être toi-même. S'il est intelligent, il réalisera qu'il a trouvé quelque chose de rare. Et sinon, c'est sa perte. Tu as déjà prouvé que tu n'as besoin de personne pour être heureuse. Chloé sourit, se sentant un peu plus légère. Merci, maman.
De rien. Et Chloé, même si tu te sens incertaine, tu rayonnes. Ça veut dire quelque chose. Cette nuit-là, Chloé s'endormit en pensant aux paroles de sa mère et à cette conversation avec Nicolas. Peut-être que Geneviève avait raison. Parfois, il fallait juste être qui l'on est et laisser le reste se dérouler de lui-même. Dans les jours qui suivirent cette conversation au déjeuner, Nicolas fit exactement ce que Chloé attendait. Il prit ses distances. Il redevint le PDG distant et posé, lui parlant avec le professionnalisme froid qu'il avait maîtrisé au fil des ans. Dans les réunions, il l'appelait « Mademoiselle Mercier ». Dans les couloirs, il hochait la tête poliment mais ne s'arrêtait pas pour parler. C'était comme si l'honnêteté de ce déjeuner l'avait si profondément effrayé qu'il s'était retiré derrière l'armure professionnelle qu'il portait depuis 15 ans. Chloé le remarqua immédiatement et répondit de la seule manière qu'elle connaissait, avec dignité. S'il désirait de la distance, elle lui donnait de la distance. S'il préférait la formalité, elle serait parfaitement formelle. Mais elle commença aussi à se retirer du soutien informel qu'elle lui avait fourni. Lorsque Nicolas laissait des documents sur son bureau avec des post-it demandant son avis, elle répondait par email, techniquement solide, détaillé, mais dépourvue des commentaires enjoués qu'elle ajoutait auparavant. Lorsqu'il tentait d'engager une conversation sur une affaire, elle répondait clairement et professionnellement, puis retournait promptement à son travail. Le changement ne passa pas inaperçu au bureau. Maître Isabelle Petit dit à Maître Stéphane Girard que l'ambiance entre le patron et sa nouvelle conseillère était devenue étrangement formelle. Hugo, toujours fier d'avoir repéré le talent de Chloé, observa qu'elle ne faisait plus de blagues lors de ses explications juridiques. Jeudi, Nicolas examinait un contrat lorsqu'il réalisa qu'il avait besoin de l'avis de Chloé sur une clause spécifique. Au lieu de se diriger vers son bureau comme il l'avait fait autrefois, il envoya un email formel demandant un retour écrit. Sa réponse arriva 15 minutes plus tard, 3 paragraphes techniquement parfaits, complètement impersonnels. C'était exactement ce qu'il avait demandé, mais il manquait l'étincelle qu'il avait appris à apprécier dans son travail. Cette nuit-là, seul à la maison, Nicolas se surprit à chercher Chloé sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait normalement, mais sa curiosité l'avait emporté. Son profil était simple, avec seulement quelques photos, mais chacune racontait une histoire. Il y avait une vidéo de Léo datant de quelques mois, essayant de prononcer « jurisprudence » pendant que Chloé riait en arrière-plan. Une autre la montrait en train d'expliquer un contrat d'assurance maladie à une voisine âgée en utilisant des métaphores de recettes de gâteaux. Une photo la représentait assise à la bibliothèque municipale, entourée de vieux livres de droit, avec Léo endormi sur ses genoux. C'était un monde entièrement différent du sien. Un endroit où le savoir était partagé librement. Où l'intelligence était utilisée pour aider, pas pour rivaliser. Un endroit où elle n'était pas seulement respectée, mais aimée. Samedi, poussé par quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, Nicolas se rendit dans le quartier de Chloé. Il n'avait pas de plan précis, juste un besoin inexplicable de mieux comprendre son monde. Il s'arrêta devant une petite association à but non lucratif appelée la Maison des Associations. Par la fenêtre, il vit Chloé assise à une table ronde, entourée de plusieurs personnes. Elle faisait des gestes, animés, expliquant quelque chose pendant que les autres prenaient des notes. Nicolas observa pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose dans la posture de Chloé là-bas qu'il n'avait jamais vu au bureau. Une aisance naturelle, une joie sincère. Elle ne jouait pas au professionnalisme. Elle était simplement elle-même. Il prit une profonde inspiration et entra. Le groupe cessa de parler quand ils le virent. Chloé leva les yeux, clairement surprise. « Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je passais en voiture et je t'ai vu ici. » C'était un mensonge flagrant, et ils le savaient tous les deux. « Voici Nicolas Morel, » dit Chloé au groupe. « Mon patron. » Le fameux patron de la vidéo virale juridique. S'exclama une femme plus âgée, Madame Marie Leclerc, en souriant. Chloé nous expliquait les contrats de location. Nicolas salua tout le monde poliment, mais ses yeux revenaient sans cesse sur Chloé. « Puis-je te parler une minute ?» Ils s'écartèrent dans un coin de la pièce. « Sérieusement, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Chloé, mais sans hostilité. Je voulais comprendre. Comment tu fais ça? Comment tu es? Toi, tout le temps. Chloé l'étudia pendant quelques secondes. Nicolas,
tu as fait 40 minutes de route pour venir ici juste pour me demander ça? Peut-être. Pourquoi? Il regarda le groupe, qui avait repris sa discussion, puis de nouveau vers elle. Parce que cette semaine, je suis redevenu celui que j'ai toujours été. Et j'ai réalisé que je n'aime plus cette personne. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Me laisseras-tu apprendre de toi? La question sortit, semblant plus vulnérable qu'il ne l'avait prévu. Chloé resta silencieuse un moment, puis sourit pour la première fois en une semaine. Ça dépend. Es-tu prêt à écouter Madame Marie Leclerc expliquer pourquoi son bail d'appartement est injuste, même si ça prend 2 heures? Je le suis. Et à aider Monsieur Jean-Martin à comprendre pourquoi le garagiste ne peut pas lui facturer des travaux qu'il n'a pas approuvés? Je le suis. Et à le faire sans te sentir supérieur à qui que ce soit ici? Nicolas regarda autour de lui, voyant pour la première fois non pas des gens ayant besoin d'aide, mais des gens avec des connaissances et une expérience dans des domaines qu'il n'avait jamais imaginés. Je suis prêt à essayer. Chloé hocha la tête. Alors assieds-toi. Madame Marie Leclerc nous racontait justement comment elle a découvert par elle-même qu'elle avait droit à une indemnisation qu'aucun avocat ne voulait calculer pour elle. Nicolas s'assit, et pour la première fois depuis des années, il se tut pour apprendre au lieu d'enseigner. Pendant les 2 heures suivantes, il écouta des histoires qui lui firent repenser tout ce qu'il pensait savoir sur la justice, l'intelligence et la valeur humaine. Quand ils partirent, Chloé demanda, « Alors, as-tu appris quelque chose? » J'ai appris que tu n'es pas seulement intelligente. Tu es sage. Et il y a une grande différence entre les deux. Quelle est la différence? L'intelligence résout les problèmes. La sagesse change les gens. Pour la première fois depuis des semaines, ils se sourirent, sans aucun mur entre eux. Le mercredi suivant, Chloé mentionna nonchalamment qu'elle donnerait une conférence à la Maison des associations sur les droits des consommateurs. C'était dans le cadre d'un projet qu'elle menait depuis 2 ans, enseignant des connaissances juridiques de base à des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer des avocats. « Puis-je venir ?» demanda Nicolas, se surprenant lui-même par la naturalité de sa question. « Tu ne vas pas trouver ça ennuyeux? » Au contraire. Je pense que j'ai besoin de voir à quoi ressemble la vraie défense des droits. Samedi après-midi, le petit auditorium de la Maison des associations était bondé. Environ 40 personnes remplissaient les chaises en plastique, des jeunes mères avec des bébés sur les genoux aux hommes retraités avec des carnets à la main. Nicolas s'assit au fond, observant. Chloé monta sur la petite scène improvisée avec une aisance naturelle qu'il n'avait jamais vue dans le cadre de l'entreprise. Elle portait un jean et un chemisier simple, les cheveux lâches, sans les touches polies qui caractérisaient les présentations professionnelles auxquelles il était habitué. « Bonjour à tous », commença-t-elle avec un sourire sincère. « Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tout le monde devrait savoir. Comment ne pas se faire avoir quand on achète quelque chose? » Des rires parcoururent la foule. D'abord, mettons-nous d'accord sur une chose. Tout le monde ici s'est fait avoir au moins une fois. Moi, vous, même ce monsieur bien habillé au fond. Elle fit un geste discret vers Nicolas, et d'autres rires suivirent, faisant en sorte que Nicolas se sente inclus, pas pointé du doigt. La différence, c'est que lorsque ça arrive à quelqu'un qui a de l'argent, il engage un avocat. Quand ça arrive à des gens comme nous, on est en colère, on en parle à nos amis, et c'est tout. On accepte la perte. Une femme plus âgée leva la main. Mais Chloé, les avocats sont chers. Que sommes-nous censés faire, Madame Maria? C'est exactement de ça que je suis ici pour parler aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un avocat pour tout. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître vos droits. Pendant l'heure qui suivit, Chloé expliqua des concepts complexes en utilisant des exemples quotidiens. Elle parla des garanties en les comparant à des relations qui ne fonctionnent pas, des taux d'intérêt abusifs en les comparant à des prêts entre amis, et des contrats trompeurs en utilisant des recettes qui cachent des ingrédients comme métaphore. Nicolas regardait, fasciné par la façon dont elle traduisait le jargon juridique en un langage simple et relatable sans sacrifier la précision technique. Plus important encore, il remarqua comment les gens la percevaient, non pas comme quelqu'un de supérieur offrant une charité intellectuelle, mais comme une véritable alliée. Quand un jeune homme demanda comment contester une facturation erronée, Chloé n'expliqua pas seulement les étapes. Elle écrivit un modèle de lettre au tableau et offrit des conseils sur le ton et la manière de construire un argument solide. L'éducation est le seul type de pouvoir que personne ne peut vous enlever, dit-elle en concluant la session.
Et connaître vos droits fait partie de cette éducation. Ne laissez personne vous dire que c'est trop compliqué pour que vous compreniez. Si j'ai pu apprendre en nettoyant des bureaux et en lisant des livres empruntés, vous le pouvez aussi. Le public éclata en applaudissements. Plusieurs personnes l'approchèrent ensuite pour poser des questions spécifiques, la remercier ou simplement discuter. Nicolas observa comment Chloé accordait à chaque personne la même attention et le même respect, quelle que soit l'ampleur de leurs questions. Une femme âgée, Madame Conciso, tint les mains de Chloé et dit « Ma chérie, tu es un ange dans nos vies. Sans toi, je n'aurais jamais résolu ce problème avec la compagnie de téléphone. Madame Conciso, c'est vous qui l'avez résolu. Je vous ai juste montré le chemin. » Quand la foule se dispersa enfin, Nicolas s'approcha. C'était incroyable. C'était juste une conférence de base. Non, c'était bien plus que ça. Ils se dirigèrent vers le parking en silence. Nicolas, profondément pensif. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit-il finalement. « Bien sûr. Comment arrives-tu à être ça? À être si importante dans la vie des gens sans même t'en rendre compte ?» Chloé s'arrêta de marcher. « Nicolas, je ne suis pas importante. Je partage juste ce que je sais. C'est exactement ça. Tu ne t'accroches pas au savoir pour avoir du pouvoir sur les gens. Tu utilises le savoir pour donner du pouvoir aux gens. » Il la regarda avec un mélange d'admiration et de quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Tu es tout ce que j'ai voulu être et que je n'ai jamais pu. Que veux-tu dire? J'ai passé toute ma vie à accumuler des connaissances pour me démarquer, pour être meilleur que les autres. Tu utilises les tiennes pour élever les gens. C'est le contraire absolu de tout ce que j'ai construit. » Chloé lui toucha doucement le bras. « Nicolas, il n'est pas trop tard pour changer la façon dont tu utilises ce que tu sais. Tu le penses? J'en suis sûr. » À ce moment-là, Léo sortit en courant de la maison des associations, suivi de Geneviève. « Maman, tu as été incroyable !» cria le garçon en se jetant dans les bras de Chloé. « Léo, voici Nicolas. »« Nicolas, mon fils, Léo, et ma mère, Geneviève. » Léo regarda Nicolas avec des yeux curieux. « Tu es le monsieur avec sa voiture. Celui qui est toujours confus. »« Léo ?» le gronda Chloé, embarrassée. Nicolas rit. « Oui, c'est moi. Le confus. » Geneviève tendit la main avec un sourire chaleureux. « Ravi de vous rencontrer, Nicolas. Chloé parle beaucoup de vous. J'espère que ce sont de bonnes choses. » Ça l'est. Elle dit que vous êtes très intelligent, mais que vous avez encore besoin d'apprendre à faire davantage confiance à vos sentiments. Chloé rougit. « Maman. » Quoi? C'est vrai. Geneviève se tourna vers Nicolas. « Puis-je vous donner un conseil? Ma fille n'est pas compliquée. Elle n'acceptera juste pas d'être traitée comme un second choix. Si vous l'aimez, soyez assez courageux pour l'admettre. Si ce n'est pas le cas, soyez assez honnête pour la laisser passer à autre chose. » Nicolas hocha la tête, touché par la douce honnêteté de Geneviève. « Merci pour le conseil, Madame Geneviève. » De rien. Et maintenant, vous dînez tous les deux avec nous. J'ai fait des lasagnes pour une armée, et je n'accepterai pas de non comme réponse. Léo attrapa la main de Nicolas. « Tu aimes les lasagnes? Mamie fait les meilleures du monde. » Nicolas regarda Chloé, qui haussa légèrement les épaules avec un sourire. « On dirait que ta soirée est toute tracée. » On dirait bien. Et pour la première fois depuis des années, Nicolas se sentit vraiment chez lui. Le dîner chez Geneviève avait tout changé. Pas seulement pour Nicolas et Chloé, mais dans la façon dont ils interagissaient. Dans les semaines qui suivirent, ils reprirent leur collaboration aussi naturellement qu'auparavant. Mais quelque chose avait basculé. Il y avait un nouveau sentiment d'honnêteté entre eux. Chaque conversation semblait plus profonde. Chaque silence portait plus de sens. Nicolas commença à faire régulièrement du bénévolat à la maison des associations, non pas en tant qu'invité, mais en tant que participant dévoué. Il découvrit que l'enseignement des contrats commerciaux à de petits entrepreneurs de quartier était plus gratifiant que la conclusion de n'importe quel accord de plusieurs millions d'euros. Et Chloé observait cette transformation avec un mélange de fierté et de quelque chose qu'elle pouvait enfin s'avouer à elle-même, de l'amour.
L'événement annuel de Morel et Associés était prévu pour vendredi. C'était une tradition du cabinet, une soirée élégante où clients, partenaires et employés se réunissaient pour célébrer les réussites de l'année. Nicolas prononçait toujours le discours principal, un résumé technique des victoires et des étapes importantes du cabinet. Mais cette fois-ci serait différente. Ce matin-là, il alla voir Chloé. « J'ai besoin que tu sois là ce soir. J'aide toujours à organiser les événements. Bien sûr que je serai là. Non. J'ai besoin que tu sois là en tant que... Toi. En tant que Chloé. Pas en tant qu'employé. » Elle le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que tu prépares ? » Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Ce soir-là, le hall principal de Morel et Associés avait été transformé. Lumière dorée, arrangements élégants, musique douce. Environ 200 personnes se mêlaient, sirotant des cocktails et discutant. Chloé arriva dans une robe noire simple mais élégante qu'elle avait achetée juste pour l'occasion. Elle portait une petite pochette et un sourire nerveux. Léo était à la maison avec Geneviève, ayant fait promettre à sa mère qu'elle lui raconterait tout de la fête le lendemain. « Tu es magnifique », dit Nicolas en la voyant. Et pour la première fois, elle ne le prit pas comme une courtoisie professionnelle. « Tu es très élégant, toi aussi. » Il portait un smoking noir parfait, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Moins rigide, plus humain. Pendant le cocktail, Chloé discuta facilement avec les clients et les collègues. Plusieurs la reconnurent comme la femme de ménage virale, et elle répondit à leurs blagues avec humour et grâce. Nicolas observait de loin, remarquant comment elle transformait chaque interaction en quelque chose de réel. Maître Isabelle Petit, la seconde en commande du cabinet, approcha Chloé. « Puis-je vous avouer quelque chose ? Quand j'ai entendu que Nicolas vous avait promu, j'étais sceptique. Je pensais que c'était juste une manœuvre de relations publiques après la vidéo virale. Et maintenant ? Maintenant, je comprends pourquoi il dit que vous êtes la personne la plus intelligente du bureau. Et pourquoi il agit si différemment. » « Différemment comment ? » demanda Chloé. « Plus humain. Plus heureux. Plus lui-même. » Quand ce fut l'heure du discours, Nicolas monta sur la petite estrade à l'avant de la salle. Il tapa doucement sur son verre pour attirer l'attention de tous. « Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre une fois de plus. » La salle se calma, s'attendant aux discours habituels sur les chiffres et les réalisations. « Chaque année, je monte ici pour parler de nos victoires, des affaires que nous avons gagnées, des clients que nous avons acquis, des objectifs que nous avons dépassés. Et chaque année, vous écoutez poliment pendant que je passe en revue les statistiques et remercie tout le monde pour l'effort d'équipe. » Quelques légers rires parcoururent la salle. Cette année est différente. Parce que cette année, j'ai appris quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir le succès. Nicolas trouva Chloé dans la foule. Elle se tenait près du mur latéral, tenant un verre de vin qu'elle avait à peine touché. J'ai appris que l'intelligence ne se mesure pas au diplôme. Le leadership n'est pas une question de hiérarchie. Et la valeur n'est pas une question de prix. Des murmures curieux commencèrent à s'agiter. Vous savez tous que cette année a été la meilleure de l'histoire de notre cabinet. 68 affaires gagnées, 200 millions de contrats conclus, une expansion dans 3 nouvelles régions. Des chiffres impressionnants. Il fit une pause, ses yeux toujours rivés sur Chloé. Mais rien de tout cela n'est arrivé parce que je suis un génie des affaires. C'est arrivé parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris à voir au-delà des chiffres. Quelqu'un qui m'a montré que le vrai droit ne se passe pas toujours dans des salles de conseil avec vue sur la ville, mais dans des centres communautaires où les gens ordinaires apprennent leurs droits. La salle était maintenant complètement silencieuse, tout le monde écoutant attentivement. Cette personne m'a appris que la connaissance n'est un pouvoir que lorsqu'elle est partagée. Que l'intelligence n'a d'importance que lorsqu'elle élève les autres. Et que le plus grand succès n'est pas de gagner une affaire à 60 millions d'euros. C'est d'aider une femme de 70 ans à comprendre pourquoi elle n'a pas à payer pour un service qu'elle n'a jamais souscrit. Nicolas descendit de la scène et commença à marcher vers Chloé. Les gens s'écartèrent, créant un chemin clair. Chloé Mercier m'a appris que l'intelligence ne porte pas de costume. Que la sagesse n'a pas d'adresse permanente. Et que l'amour. L'amour ne peut être acheté, négocié ou contrôlé. L'amour est reconnu, respecté et construit. Chaque jour.
Il s'arrêta devant elle. Les yeux de Chloé étaient remplis de larmes. Elle n'avait clairement pas anticipé une déclaration aussi publique. C'est pourquoi, devant vous tous, je veux faire 2 propositions. Nicolas se tourna légèrement pour inclure le public, mais ses yeux restèrent fixés sur Chloé. Première proposition. Chloé, veux-tu être mon associée officielle? Pas seulement une conseillère, mais une associée à part entière chez Morel et Associés, avec une part des bénéfices, un droit de vote sur les décisions majeures et la responsabilité des projets sociaux que nous voulons lancer. La salle devint complètement silencieuse. Chloé hocha la tête, trop émue pour parler. Deuxième proposition, et celle-ci est la plus importante. Veux-tu être ma femme? Cette fois, le silence fut rompu par quelques soupirs audibles du public. Chloé regarda autour d'elle les visages souriants et expectatifs, puis se retourna vers Nicolas. Es-tu sûr? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis plus sûr de cela que de n'importe quel contrat que j'ai jamais signé. Elle sourit, les larmes coulant enfin. J'accepte les 2 propositions. Mais je dois poser une condition. Laquelle? Pas de fleurs coûteuses pour essayer de m'impressionner. Si tu veux m'offrir quelque chose de spécial, je veux une bibliothèque. Une vraie bibliothèque, avec des fauteuils confortables et de la place pour que Léo étudie. Nicolas rit, prenant ses mains. Marché conclu. Une bibliothèque, des fauteuils et tout ce que tu voudras. Il l'embrassa, et cette fois, il n'y avait rien d'inapproprié ou de confus. C'était le bon baiser, au bon moment, devant les bonnes personnes. Le public éclata en applaudissements et en acclamations. Maître Isabelle Petit pleurait. Maître Stéphane Girard souriait comme s'il venait de gagner une affaire importante. Hugo filmait déjà tout pour les réseaux sociaux. Quand ils se séparèrent, Nicolas murmura à l'oreille de Chloé, « Il y a une autre chose que je veux proposer. » Qu'est-ce que c'est? Je pense que tu devrais finir la faculté de droit. Chloé recula légèrement, surprise. Nicolas, je n'ai pas. Je n'ai pas besoin d'un diplôme, aussi. Il ne s'agit pas d'en avoir besoin. Il s'agit du fait que tu mérites d'avoir une reconnaissance officielle pour ce que tu sais déjà. Et parce que je veux que tu aies toutes les options possibles. Mais le temps, le travail, Léo? Nous trouverons une solution. Ta mère peut t'aider davantage avec Léo. Tu peux étudier quand ça t'arrange. Et si tu as besoin de réduire ta charge de travail, nous le ferons. Ce qui compte, c'est que tu finisses ce que tu as commencé. Chloé réfléchit quelques secondes. La faculté de droit avait été un rêve interrompu 6 ans plus tôt. L'idée d'obtenir enfin ce diplôme lui avait toujours semblé trop lointaine pour être réaliste. Tu penses vraiment que je devrais? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Mais je pense aussi que tu mérites le choix. Et si j'accepte, promets-tu de ne pas me presser ou de me faciliter les choses? Je le promets. Tu obtiendras ce diplôme de la même manière que tu as tout fait dans la vie. Avec du travail, de l'intelligence et de la détermination. Chloé sourit. Alors j'accepte. Je finirai la faculté de droit. Même en sachant que ce sera beaucoup. Travailler, étudier, m'occuper de Léo. J'ai fait des choses plus difficiles. Et cette fois, je ne le ferai pas seul. Nicolas l'embrassa à nouveau. Et pour la première fois depuis des années, Chloé sentit que tous ses rêves n'étaient pas seulement possibles, ils étaient inévitables. Le lundi suivant, elle était au téléphone avec le secrétariat de la faculté de droit, se renseignant sur le processus de réinscription. Geneviève avait immédiatement proposé d'aider davantage avec Léo, disant qu'il était temps pour sa fille de finir ce qu'elle avait commencé, correctement. Et pour la première fois, Chloé réalisa qu'avoir un partenaire ne signifiait pas dépendre de quelqu'un. Cela signifiait construire une vie ensemble où leurs 2 rêves avaient de la place pour grandir. 6 mois plus tard, dans le même centre communautaire où Nicolas avait appris le vrai sens de la justice, se déroulait le mariage le plus inhabituel que la région ait jamais vu. Les décorations ne venaient pas d'un magazine de luxe. Elles avaient été fabriquées par les mains aimantes de Geneviève, qui avait organisé un groupe de voisins pour transformer le petit auditorium en quelque chose de magique. Des fleurs du jardin de Madame Marie Leclerc, des tissus empruntés à la couturière locale, des lumières installées par les électriciens du quartier. Chaque détail était imprégné d'histoire et de soin. Les chaises en plastique étaient ornées de rubans de tissu colorés.
L'autel était une simple table recouverte d'une nappe brodée à la main par la grand-mère de Léo. Au lieu d'un service de traiteur coûteux, il y avait une table communautaire où chaque famille apportait un plat spécial. Nicolas arriva tôt, ajustant le simple costume qu'il avait choisi pour ne pas détonner. Il observa les derniers préparatifs avec un sourire que maître Isabelle Petit, son ancien employé et maintenant ami, décrirait plus tard comme s'il avait enfin trouvé sa vraie place dans le monde. Les invités étaient un mélange improbable. Les avocats du cabinet étaient assis à côté du personnel d'entretien. Des clients fortunés discutaient avec des voisins retraités. Des étudiants en droit riaient avec des enfants de la communauté. Hugo, bien sûr, enregistrait tout, sachant qu'il capturait ce qui deviendrait sans aucun doute la vidéo de mariage la plus virale de l'histoire juridique française. Quand la musique simple commença à jouer, une playlist que Léo avait aidé à créer, Nicolas prit sa place à l'hôtel de fortune. Pour la première fois depuis des années, ses mains ne tremblaient pas de nervosité. Il était exactement là où il voulait être. La porte s'ouvrit et Chloé entra, au bras de Léo. Elle portait une simple robe blanche achetée dans un magasin de quartier et ajustée par la couturière locale. Ses cheveux étaient lâches, ornés d'un unique tournesol frais, sur lequel Léo avait insisté, proclamant « Ma maman brille comme le soleil ». Léo portait un petit costume bleu marine qui le faisait ressembler à un minuscule avocat. Il portait un coussin avec les alliances, marchant avec une expression sérieuse qui fit rire toute la foule à travers leurs larmes. Nicolas regarda Chloé marcher vers lui et comprit enfin le sens du mot « foyer ». Ce n'était pas un lieu. C'était une personne. C'était cette femme qui avait changé toute sa vie avec sagesse, humour et une sorte de générosité qui l'apprenait encore à égaler. Quand elle atteignit l'hôtel, Léo tendit les alliances au officiant, le professeur Pierre Duval, le même homme qui avait prêté à Chloé ses premiers livres de droit des années auparavant. Avant les vœux traditionnels, Chloé prit la parole, surprenant tout le monde. « J'aimerais dire quelques mots. » Elle se tourna vers la foule, tenant les mains de Nicolas. « Pendant longtemps, les gens m'ont connue comme la femme de ménage qui connaissait la loi. Et c'est très bien. Je nettoie vraiment des choses. Mais au fil des ans, j'ai réalisé que je ne nettoyais pas seulement les sols. » Sa voix était stable, pleine d'une émotion tranquille. « J'ai nettoyé les jugements. Mes propres jugements sur ce que je pouvais ou ne pouvais pas accomplir. Les jugements des autres sur ce que signifie être intelligent, réussir, être digne. » Elle regarda Nicolas. « Et j'ai aidé quelqu'un de très spécial à nettoyer ses jugements aussi. Sur ce que signifie diriger, aimer et être vraiment heureux. » Geneviève pleurait doucement au premier rang. Madame Marie Leclerc agitait son mouchoir. Maître Isabelle Petit et maître Stéphane Girard échangèrent des regards émus. Au moment d'échanger les alliances, Léo s'approcha solennellement de Nicolas et lui chuchota quelque chose que le micro capta. « Maintenant, tu es notre assistant, toi aussi. D'accord ?» La foule éclata de rire. Nicolas s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. « J'accepte le poste. Mais pouvons-nous parler du salaire ? » Bien sûr. Mais je ne prends pas d'argent. Seulement des glaces et des sorties au parc. Marché conclu. Ils scellèrent l'accord avec une poignée de main formelle qui fit rire tout le monde à nouveau. Quand ils s'embrassèrent enfin en tant que mari et femme, ce fut sous une pluie de pétales de fleurs apportées par les enfants du quartier. Le baiser fut long, doux et rempli de promesses qui n'avaient pas besoin d'un contrat pour être tenues. Alors que la fête commençait avec de la musique, de la nourriture faite maison et des histoires se propageant de table en table, Chloé et Nicolas s'écartèrent un moment pour tout observer. « Des regrets ?» demanda-t-il en plaisantant. « De ne l'avoir jamais fait dans un endroit où tout le monde aura une opinion sur notre vie ? Toujours ? Non. Pourquoi pas ? Parce que maintenant, c'est notre famille. Et une famille veille les uns sur les autres. » Nicolas l'embrassa à nouveau, sachant qu'il avait trouvé non seulement une femme, mais une toute nouvelle façon de vivre. Une vie où l'intelligence se mesurait à la profondeur de l'amour, le succès à la quantité d'aide apportée aux autres, et le bonheur était aussi simple que de partager une glace avec un garçon de 6 ans qui venait de gagner un beau-père prêt à être son assistant. Merci sincèrement d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a rappelé quelqu'un, une lutte, une vérité que vous portez, s'il vous plaît, partagez ce que vous avez ressenti. Ce sont plus que de simples histoires. Ce sont des vies réelles, des cœurs réels, des batailles réelles.
Une histoire émouvante, une histoire vraie, une histoire avec une morale. Où que vous soyez dans le monde, j'aimerais savoir d'où vous écoutez. Votre soutien permet de continuer à raconter des histoires touchantes, des histoires de famille et de dépassement personnel comme celle-ci. Si cette histoire a résonné en vous, envisagez de lui donner un like, de vous abonner et de nous rejoindre à nouveau pour plus d'histoires inspirantes de la vie des gens. D'ici là, restez bienveillants, restez curieux. Je vous verrai dans la prochaine histoire. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons like et s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.